Bonjour, bonsoir, good afternoon everyone. Merci d'être là avec nous dans cette rêve transatlantique du MEDEF. Nous vivons des temps étranges et finalement assez éloignés de ceux du marquis de Lafayette, de Thomas Jefferson. Cette image, l'ambassadeur Charles Rifkin y reviendra tout à l'heure, vous comprendrez, mais il est vrai qu'on a le droit de s'interroger. La France, historiquement le plus vieil allié des Américains, a récemment été mise à mal, pour ne pas dire plus, dans l'affaire des sous-marins. Et si l'on reste dans le domaine militaire, il y a encore un contentieux sur un achat de frégates militaires en Grèce. Là aussi, les États-Unis se sont positionnés comme concurrents. Alors, America First, oui, mais alors à quoi ça sert d'être des alliés, d'autant que l'ennemi trouvé, juré, semble être la Chine pour l'instant, politiquement, économiquement, stratégiquement. Comment tout cela peut et doit se jouer dans les semaines, dans les mois à venir entre les États-Unis, l'Union européenne et donc la France? Nous avons 2h30 ensemble pour en parler. Et d'abord, celui qui va vous accueillir ici, chez lui, au MEDEF, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Je pense qu'il faut un peu dézoomer tout ça. Vous l'avez rappelé, hein, la relation est très très ancienne. Vous avez parlé du marquis de Lafayette, mais on pourrait rappeler aussi troupes américaines débarquant en 1917. Disons que justement, Lafayette nous voilà. Donc il y a cette histoire qui nous rattache. Il y a aussi quand même des valeurs communes autour de la démocratie. On a fait nos révolutions à quelques années d'intervalle. On a des constitutions qui sont certes différentes, mais qui se sont inspirées les unes des autres. Pour autant, force est de constater que, effectivement, la relation a énormément changé dans ces dernières années. On peut mettre beaucoup sur le dos du président Trump, mais honnêtement, le recentrage des États-Unis ou l'éloignement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe date d'avant. Et puis, il y a toujours eu une relation très particulière à cause de la diplomatie gaullienne entre la France et les États-Unis. Donc je trouve que ça valait un focus. Et d'ailleurs, la qualité des intervenants, le nombre de gens connectés montre bien que c'est un sujet qui intéresse, surtout avec la nouvelle présidence Biden qui, on peut l'espérer, inaugure peut-être en tout cas sur la forme des choses un peu différentes. Nous, ce qui nous intéresse au niveau des entreprises, c'est quoi? C'est d'abord une forme, enfin du moins le risque d'un repli des Américains. Nous, on souhaite que les échanges continuent parce qu'ils sont très importants, hein. Les États-Unis, c'est d'abord le premier investisseur de loin en termes d'investissement étranger en France. C'est 18% des investissements étrangers en France. Le flux d'échange de biens, c'est 150 milliards. Alors, je ne sais plus si c'est des euros ou des dollars, mais enfin, ça fait de toute façon des points importants. La France aux États-Unis, on l'oublie. Moi, j'avais été à Washington. Alors, c'était quelques jours avant les premiers lockdowns, les premiers confinements. C'est 800 000 emplois dans des secteurs très divers, hein. L'aéronautique, bien sûr, mais aussi ceux d'Exo, qui est le premier employeur français aux États-Unis. Danone, qui est très présent avec la société qu'ils ont achetée, je m'appelle Whiteway, je crois. Donc, il y a ce lien. Beaucoup d'étudiants français aux États-Unis, hein, près de 50 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley. Tout ça, ça continue, j'allais dire, malgré les hauts et les bas de la diplomatie. Et au fond, le but de cette rêve, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Quelle est la stratégie des États-Unis? Quelle est leur vision du monde? La confronter à celle qui est la nôtre, qui est en train de changer. On a réuni il y a quelques semaines ici même à Paris, avenue Bosquet,
les dirigeants des MEDEF européens, donc de Business Europe, étaient assez frappés de voir que même des pays traditionnellement très atlantistes, comme l'Allemagne ou comme les pays du nord de l'Europe, ont là aussi évolué dans leur vision à la fois de la politique américaine et du rôle que les États-Unis devaient jouer. Donc c'était le bon moment de se confronter au sens noble du terme, de confronter nos visions avec des intervenants qui ont des points de vue forcément un peu différents. Un mot sur le rôle du MEDEF. Vous avez parlé très justement de cette diversité d'entreprises qui sont implantées aux États-Unis. Alors, je crois qu'on entendra tout à l'heure Rachel Picard de Criteo qui nous dira que quand on est une start, en tout cas quand on est dans la digitale et quand on arrive aux États-Unis, notamment en Californie, à la Silicon Valley, il y a quand même un grand mur quand même devant soi. Le rôle du MEDEF, c'est de superviser, c'est d'accompagner, c'est d'encourager, c'est de promouvoir, c'est de... Oui, alors c'est un peu tout à la fois. On n'a évidemment pas en charge la diplomatie, mais ce qu'on peut appeler la diplomatie économique, c'est d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages quand il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est peut-être le bon moment d'essayer de remettre ce sujet juste après les incidents que vous avez mentionnés. C'est d'aider les entreprises à grandir en général et grandir notamment dans l'espace de la tech. Ça passe effectivement parfois par un départ, enfin pas un départ, mais en l'occurrence une cotation. Enfin, je connais bien l'histoire de Criteo et Jean-Baptiste Rudel. Donc d'aller se coter aux États-Unis, de subir, enfin de vivre cette explosion et puis d'avoir un petit passage à vide, mais enfin qui était pousse lié au marché et aux décisions de Google, en l'occurrence dans le cas de Criteo, et en ce moment de remonter la pente. Les États-Unis, ça reste un marché difficile, mais c'est un marché ouvert. C'est un marché où, quand on a un bon produit, on peut exporter. Pas tout à fait le cas de tous les autres pays. Et je crois qu'il faut aussi se rappeler que, oui, il y a un protectionnisme américain, oui, l'État intervient. SpaceX est un bon exemple d'une société qui est très technologique, mais qui a été aidée par l'État et la NASA au départ. Mais en même temps, c'est quand même l'État de droit. Ça reste un État avec des valeurs démocratiques. Pas le cas de tous les marchés où on opère aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut être disruptif. Ça ne veut pas dire que la France, c'est pas forcément le domaine du luxe, de la parfumerie, des vins et spiritueux. On peut surprendre en disant, regardez. Et d'ailleurs, on a surpris au CES de Las Vegas plusieurs fois. Oui, alors bon, la tech, il faut quand même reconnaître qu'on a un petit retard à rattraper, mais j'ai envie de citer moi Airbus, qui est un très bon exemple. Airbus, en ce moment, taille des croupières à Boeing, et on s'en réjouit, même dans un marché aéronautique un peu en difficulté, même s'il repart. Donc la France, évidemment, ça n'est pas que du luxe et de l'agroalimentaire, c'est une puissance qui doit avoir un spectre très large, tout secteur. Ouais, y compris l'hôtellerie, Accor. Bien sûr, le savoir-vivre à la française, voilà. Pour ne pas le citer. Non, mais la France est suffisamment grande pour ne pas avoir que des spécialités sectorielles. Elle doit être présente sur tous les secteurs. Puis elle doit trouver son point d'équilibre diplomatique. C'est ça la difficulté. On dit souvent la France est une puissance d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le cas de l'Europe. On ne peut pas, même si on partage des valeurs avec nos alliés américains, on ne peut pas être dans la même position vis-à-vis de la Chine. C'est clair. D'ailleurs, le choix qui a été fait par la France de ne pas faire ce fameux boycott diplomatique pour les Jeux de Pékin est un choix signifiant. On n'est pas, évidemment, avec la Chine, on est à la fois concurrent, évidemment, on est parfois adversaire, c'est un sujet, mais aussi on doit coopérer. Et puis j'ajouterais quand même un point, quels que soient les différends des uns et des autres, y compris entre les États-Unis et la Chine, on a un sujet commun qui est le climat, sur lequel tous les enjeux de compétition tombent d'une certaine manière, parce qu'on n'a qu'une seule planète, et que si on ne coopère pas sur le climat, on n'arrivera à nulle part. Et vous avez l'impression qu'il y a du progrès là-dessus ? C'était un des j'allais dire des succès, oui, on peut dire que c'est un succès de la COP26. Il y a eu, alors évidemment, on va trouver, on ne trouvera toujours que c'est passé, mais il y a eu des efforts faits par les pays émergents, et notamment par la Chine. De ce point de vue-là, on sait très bien qu'un accord climat où il n'y a ni les États-Unis ni la Chine, comme d'ailleurs toute coopération internationale, ça ne fonctionnera pas. À vous entendre, et on entendra sans doute les autres intervenants par la suite, on a quand même l'impression qu'on marche tout le temps sur des œufs. Ça commence à devenir pénible. C'est-à-dire que la diplomatie, le trend, ça n'est plus l'échange commercial ou l'échange stratégique ou l'échange militaire. Ça devient
vraiment de la diplomatie à chaque porte, à chaque coin de porte. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Je ne crois pas. Ça a toujours été un peu le cas des relations internationales. Peut-être qu'on a nourri l'illusion, la fameuse... il y a un article dans Le Monde, je crois, il y a 2 jours, qui résumait bien ça au moment de l'entrée de la Chine à l'OMC, en se disant on va tous vers le modèle de diplomatie, parlementaire, des modèles démocratiques européens ou en tout cas occidental. Mais j'ai envie de dire, l'histoire s'est vengée d'une certaine manière. Les peuples ont une histoire, ils ont un passé, ils ont une culture. La Chine n'est pas la même culture que la culture occidentale. Et j'ai envie de dire, l'Europe n'est pas non plus exactement le même modèle de capitalisme, la même histoire que les États-Unis. D'ailleurs, depuis le départ des Britanniques, ça se voit encore plus. Donc à nous d'être capables d'exprimer notre puissance, au sens positif du terme, notre puissance économique, à travers un modèle qui est un modèle d'économie de marché, mais... je sais pas, je prends le terme bien connu des Allemands, économie sociale de marché. Alors, je ne sais pas si on a tous la même définition, mais en tout cas, un modèle qui est un peu différent de celui des Américains et évidemment très différent de celui des Chinois. Donc, ça veut dire qu'on a America First, peut-être d'une certaine manière, même s'ils ne le disent pas, China First. Et vous croyez... Ils le disent assez fort, oui, pardon. Mais... Je crois que ça, en tout cas, ils n'ont pas besoin de le dire, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est que c'était induit. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit capable de dire... Alors, Europe First, mais pas dans une, dans une attitude négative. L'Europe, c'est quand même un continent qui exporte. Vous savez, on a que 2 pays en Europe qui ont un solde exportateur négatif. Malheureusement, il y a la France dedans, l'autre, c'est la Grèce. Tous les autres pays ont un solde positif, ce qui veut dire que l'Europe est probablement le continent qui a le plus à perdre à une baisse des échanges internationaux. Entre parenthèses, c'est une information que je voudrais partager parce qu'elle n'est pas complètement évidente. Les échanges internationaux, malgré la pandémie, malgré la crise, ont repris un niveau d'activité qui est supérieur à celui, et malgré le prix du conteneur... Et ce n'était pas forcément attendu. Bien sûr. Donc, il ne faut pas, imaginer que, parce que les tensions géopolitiques sont ce qu'elles sont, parce qu'il y a des confrontations, ça va mettre fin au commerce mondial et aux échanges, parce qu'il y a des lois de l'économie qui sont parfois plus fortes que les tensions diplomatiques. Donc oui, Europe First, mais dans un mode que je ne qualifierais pas de conquérant ou d'agressif. Mais affirmer sa puissance, sa souveraineté, c'est pas forcément l'affirmer contre quelqu'un. Et en tout cas, quand on dit Europe, il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord, Geoffroy Roux de Bézieux, et cette ref qu'on a fait avec les Allemands et les Italiens il y a peu de temps montre qu'effectivement, vous êtes main dans la main avec les autres nations européennes. Oui, c'est un des, j'ose pas dire, un des bienfaits du départ des Britanniques, mais j'ai été très frappé par la convergence, le consensus qu'on a observé dans les organisations patronales européennes sur des choses qui auraient été beaucoup plus difficiles il y a quelques années, comme par exemple la taxe carbone aux frontières, qui est un outil non pas de protectionnisme mais d'égalisation de la concurrence pour aider à la transition, ou tout simplement le terme d'autonomie stratégique européenne ou de politique industrielle européenne, qui sont des choses que les Français poussent depuis plusieurs années, mais que certains pays étaient peut-être plus réticents. De ce point de vue-là, la pandémie a aussi peut-être remis un certain nombre de pendules à l'heure. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, de nous accueillir ici au MEDEF pour cette ref transatlantique. On se retrouve dans un instant.